Le financement de la télévision numérique terrestre à l'ordre du jour de l'hebdomadaire Conseil des ministres. Le Burkina Faso devra mobiliser 34 milliards de francs CFA pour la réalisation de la TNT. Nous aurons aussi dans ce journal les résultats définitifs des municipales partielles du 23 février dernier. On note qu'au plan national, le Congrès pour la démocratie et le progrès vient en tête avec 100 conseillers suivis de l'Union pour le progrès et le changement qui, lui, obtient 48 sièges. Et puis, en Ouganda, les défenseurs des droits de l'homme se mobilisent contre la loi anti-homosexuelle et appellent les acteurs compétents à y remédier. C'est une loi qui porterait, selon eux, atteinte à la dignité humaine et à la vie privée. C'est le sommaire de ce journal. Bienvenue à tous et merci à vous de suivre le 20h de la télévision de Burkina. Le passage à la télévision numérique terrestre va coûter au Burkina Faso 34 milliards de francs CFA. La question de financement de la TNT a été examinée ce jour en Conseil des ministres. En fin juillet 2014, on constatera une légère hausse dans les tarifs de l'ONEA, conséquence de la nouvelle politique de la nationale de l'eau. Voici pour vous quelques principaux dossiers examinés ce jour à l'hebdomadaire réunion du gouvernement. C'est avec Bouma Ernest Népier. Le Conseil des ministres est revenu sur la question de la télévision numérique terrestre TNT. Il a été essentiellement question de son financement au Burkina Faso. Et la construction et la réalisation de la télévision numérique de terre au Burkina Faso va coûter exactement de l'ordre de 34 milliards de francs CFA. Et par rapport à cela, nous avons une disponibilité aujourd'hui qui n'atteint pas les 10 milliards. Le Conseil, après discussion, a identifié les formules et les voies de mobilisation justement de ces financements. Et je pense que ces financements seront mobilisés en temps et en heure pour pouvoir réaliser le processus de télévision numérique de terre dans les délais escomptés. Au titre du ministère de l'Environnement et de celui en charge de l'eau, il s'est agi respectivement d'autorisation d'accords, de dons et de prêts. Il a été question donc d'un projet, l'adoption d'un projet de gestion décentralisée des forêts et des aires boisées. Donc ce projet rentre dans le cadre d'un grand programme d'investissement financier, forestier, qu'on appelle le PIF, un programme d'investissement forestier, d'un montant d'environ 8,25 milliards de francs CFA, qui a été financé sous forme de dons par la Banque mondiale à travers une de ses structures qui est l'Association internationale de développement, qu'on appelle IDA. C'est relatif à un projet de loi portant autorisation de ratification d'un accord de prêt conclu en décembre 2013 entre le Burkina Faso et la Banque européenne d'investissement BIE, et cela en vue de financer le projet ZIGA. Le projet ZIGA, la phase 2 du projet ZIGA qui doit approvisionner la ville de Ouagadougou en eau potable. Et c'est un projet d'un coût de 105 milliards et la Banque européenne d'investissement nous accorde 25 milliards. Donc c'est le projet de loi qui a été autorisé à être ratifié. La politique tarifaire de l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA pour la période 2014-2018 a aussi été mise sur le tapis au cours du Conseil des ministres. Depuis 1990, tous les 5 ans, le gouvernement procède à une révision de la politique tarifaire et nous sommes à la 5e. Aujourd'hui, c'est le rapport de la 5e révision qui a été présenté. C'est une légère augmentation. C'est à partir de fin juillet que nous allons mettre ça en application. Le Conseil des ministres s'est également penché sur les conditions d'exploitation des établissements de machines à sous au Burkina Faso. Nous avons soumis au Conseil un décret modificatif au décret initial qui avait été pris en 2010 portant conditions d'exploitation des établissements de machines à sous au Burkina Faso. Il est ressorti à l'application du décret initial des insuffisances qui ont été constatées par les acteurs intervenant dans ce secteur. Et ce décret qui vient d'être soumis au Conseil vise en tout cas à relever, à pallier aux insuffisances qui ont été constatées.
Au titre du ministère de la Justice, c'est de la création d'un tribunal de grande instance à Kupela qu'il s'est agi. Le Conseil des ministres a adopté le projet de loi portant création du tribunal de grande instance de Kupela pour traduire, si vous voulez, dans le concret la volonté du gouvernement de travailler à rapprocher la justice du justiciable. Il y a eu également des communications orales au cours de cette rencontre. Il s'est agi entre autres de la première édition des journées scientifiques de l'irrigation qui vont se tenir à Ouagadougou les 17 et 18 mars 2014. Nous avons l'intention d'organiser ces journées pour rassembler l'ensemble des techniciens, des chercheurs, des ONG, les praticiens dans le domaine de l'irrigation pour partager les pratiques, les technologies qui existent et permettre vraiment de mettre à la disposition des producteurs toute une variété de techniques qui leur permettent vraiment de pratiquer l'irrigation de la meilleure façon. Et de la 6e édition des journées de la promotion minière prévue pour se dérouler du 4 au 6 décembre 2014 au Burkina Faso. C'est un lieu de rencontre, d'échange entre les professionnels du secteur. Nous allons avoir des communications des très grands scientifiques dans le domaine minier. Nous allons faire appel aux entreprises qui ont fait de la recherche dans notre pays à venir donc exposer ce qu'elles ont trouvé. Autre point de l'actualité, une bourse Aimé Nikema pour rendre hommage à l'illustre enseignant disparu il y a une vingtaine d'années et pour encourager l'excellence à l'université. L'initiative est du Premier ministre Béon-Luc Adolphe Thiaw et qui matérialise ainsi la promesse faite aux étudiants lors de son dernier passage sur le campus. Les premiers bénéficiaires, 2 doctorants en droit de l'université Ouaga 2 et la valeur des bourses 1 800 000 francs CFA. Moumouni Soubega. Alexis Nagalo et Samuel Ibrahim Guitanga sont les tout premiers lauréats de la bourse d'excellence Aimé Nikema instituée par le Premier ministre. D'une valeur de 1 800 000 francs CFA par étudiant, cette bourse vient réconforter ses doctorants en droit de l'université Ouaga 2. Nous souhaitons remercier son Excellence, Monsieur le Premier ministre du gouvernement, pour cette offre de bourse. C'est un appel au travail et à la qualité de la thèse qui doit être produite. Donc nous sommes pleinement conscients des enjeux, d'autant plus que nous sommes les premiers bénéficiaires. Nous allons prouver que nous avons mérité la bourse et que seul le travail paie. À côté de cette joie, il y a quand même un fardeau parce que réaliser une thèse, ce n'est pas du donné. Ça veut dire qu'il y a du travail qui doit être abattu. C'est un don personnel du Premier ministre qui sera octroyé désormais chaque année. Par ce geste, Béon-Luc Adolphe Thiaw entend rendre hommage au professeur du droit constitutionnel Aimé Nikema, décédé il y a de cela 22 ans, et encourager l'excellence dans la recherche au niveau doctoral. Il avait pris l'engagement d'octroyer 2 bourses de doctorat à 2 étudiants de l'IFR, sciences juridiques et politiques. Aujourd'hui, c'est la concrétisation de son engagement par la remise des 2 attestations de bourse pour les amener à boucler leur thèse de doctorat. Un hommage à Aimé Nikema qui ne laisse pas indifférent son épouse. Au nom de la famille, elle a témoigné sa reconnaissance au Premier ministre pour son initiative et promet de mettre les ouvrages de feu Aimé Nikema à la disposition de ses étudiants pour leurs recherches. Reconnaissance également des responsables de l'université Ouaga 2 qui voient en ce geste un facteur qui va permettre de favoriser la recherche et d'assurer la relève. Et on rend aussi hommage au professeur Wenkouni Dieudonné Ouedraogo, décédé le 9 mars dernier. Enseignant-chercheur en géographie humaine à l'université de Ouagadougou, il laisse un patrimoine important composé d'une centaine d'ouvrages et de nombreuses réalisations dont l'Institut supérieur des sciences de la population qu'il a contribué à créer. Collègues, parents et connaissances se sont inclinés sur la dépouille mortelle hier 11 mars. Ousmane Drabo et Sylvestre. Le décès de Wenkouni Dieudonné Ouedraogo a plongé amis, parents et collègues dans la tristesse. Tous sont venus lui rendre un dernier hommage. Entre amertume et recueillement, chacun passe tour à tour pour s'incliner devant la dépouille mortelle. Qui qu'il soit pour les autres, c'est avant tout mon père, donc je suis profondément attristé. Mais bon, ainsi va la vie. Il nous a toujours dit que c'est une suite logique, que lui parte en premier, c'est la logique. Donc nous sommes toute la famille triste et éplorée. Né en 1947 à Nodin dans les BAM, le professeur Ouedraogo était enseignant-chercheur à l'université de Ouagadougou et au Centre national de recherche scientifique et technologique CNRST.
Il fut l'un des membres fondateurs de l'Institut supérieur des sciences de la population qu'il dirigera jusqu'à sa mort le 9 mars dernier. Poussé Wenkouni Dieudonné Ouedraogo laisse derrière lui une veuve et 5 orphelins. Actualité politique à présent, 6 communes et l'arrondissement 4 de Ouagadougou étaient concernés par les municipales partielles du 23 février dernier. Les résultats définitifs donnent au plan national le Congrès pour la démocratie et le progrès en tête avec 100 conseillers. L'Union pour le progrès et le changement vient en deuxième position avec 48 sièges. La proclamation de ces résultats par le Conseil d'État, c'était ce matin et nous suivons Abdourahmane Zongo. Après la Commission électorale nationale indépendante CENI, le Conseil d'État a livré le verdict définitif de la reprise des élections municipales partielles du 23 février dernier. D'ores et déjà, l'on peut retenir que sur 207 sièges à pourvoir au plan national, le CDP se taille la part du lion avec 100 sièges, suivi de l'UPC 48 sièges, du RDS 19 sièges, de l'ODT 14 sièges. L'UNUPS et l'ADF-RDA sont à égalité avec 8 sièges chacune. L'UPR s'en tire avec 7 sièges. Le RDB se contente de 2 sièges. Et le FASO autrement sauve l'honneur avec 1 siège. L'on apprécie les résultats définitifs de ces municipales qui ont enregistré 70 160 votants sur 115 439 inscrits. Il y a eu de l'amélioration dans l'organisation. Il y a eu de l'amélioration au niveau des électeurs, au niveau de la tenue des bureaux de vote. La CENI a fait un travail assez énorme. Les partis politiques ont peut-être fait un travail, mais de ce côté, comme nous disons, il y a encore un effort à faire pour indiquer aux différents électeurs, aux militants des partis politiques, les techniques de vote, pour éviter quand même que nous ayons toujours affaire à un nombre assez impressionnant de bulletins nuls. Nous retenons tous que ces élections participent de la consolidation de la démocratie. 14 partis politiques se sont mesurés dans ce scrutin, dont le taux de participation est estimé à 60,78%. Le nombre de suffrages exprimés est de 67 690 voix contre 2470 bulletins nuls. Et le Conseil d'État qui a reçu ce matin la prestation de serment de 2 nouveaux commissaires de la CENI, Idrissou Kouanda et François Consembo, vont venir en renfort à la Commission électorale nationale indépendante engagée dans le processus de l'organisation de la présidentielle de 2015. Salissa Sanfo a suivi ce moment solennel pour nous. Après ces prestations de serment, Xavier François Consembo et Idrissou Kouanda sont officiellement installés dans leurs fonctions de commissaire à la Commission électorale indépendante CENI. En sacrifiant à ces rituels, les 2 nouveaux commissaires s'engagent à se départir de leurs couleurs politiques, de leurs convictions personnelles et de se laisser guider par les principes d'intégrité, d'objectivité, de probité, de loyauté, d'honneur et de patriotisme comme le préconise la loi. Si François Xavier est novice dans ce domaine, Idrissou Kouanda lui a déjà été vice-président de cette institution de 2006 à 2011. Nous, les nouveaux rentrants au niveau de la CENI, nous pensons que nous pouvons quand même donner notre expérience pour que cette élection présidentielle-là soit une élection de transparence. La mission, elle est très lourde. Et les échéances électorales, c'est toujours ça, surtout les échéances majeures, comme les élections présidentielles qui s'annoncent à l'horizon. Et nous avons nos devanciers là-bas, et j'espère qu'avec leur conseil, leur appui, nous allons pouvoir nous acquitter au travers de cette mission qui nous a été confiée. Pour le président du Conseil constitutionnel, la bonne conduite des consultations électorales est une garantie pour la paix sociale et la consolidation de la démocratie. Il a donc invité les 2 promus à toujours garder cela à l'esprit. François Consembo et Idrissou Kouanda siègent à la CENI pour le compte du parti majoritaire. À Bobo Dioulasso, l'Union nationale pour la démocratie et le développement présente le Front républicain dont elle fait partie. À ses militants et sympathisants, les missions et les ambitions de cette coalition de partis politiques pour la paix et la démocratie au Burkina Faso sont désormais connues des membres de l'UNDD. Le compte-rendu de Romaine Ki. L'Union
Union nationale pour la démocratie et le développement UNDD affiche sa désolation face aux voix qui réclament à corps et à cri le départ du président Blaise Compaoré en 2015. Car pour l'UNDD, la question de la transition ne doit pas se poser en termes de rapport de force. C'est fort de tout cela que le parti, après son engagement dans le Front républicain, a initié une campagne de sensibilisation pour une transition. Si transition il y en a, qu'elle soit apaisée. Nous disons que aujourd'hui, il faut permettre au peuple de s'exprimer. Je pense qu'au-delà réellement des intentions, des ambitions personnelles, tout projet qui doit engager le Burkina Faso, il faut le confier au peuple. Si le peuple décide la forme de désignation de son président, le peuple est souverain. C'est pourquoi le parti appelle les différents acteurs de la scène politique à une négociation. Nous avons été à la base de la limitation des mandats. On ne peut pas dire que c'est nous, on dit au président Blaise Compaoré de se représenter. Il peut se présenter parce que la constitution n'est pas verrouillée. Ce n'est pas sa faute s'il veut exploiter ce truc. Mais on est en train de dire, mettons-nous ensemble, si on va négocier avec lui pour qu'il parte, parce que s'il dit qu'il veut se représenter, il est dans son droit. Et en tant que démocrate, on ne peut pas lui interdire ce droit-là. Mais entre se présenter et tous les torts que ça va poser au pays, c'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire. Le Front républicain est une structure apolitique, mais qui regroupe des partis d'opposition et ceux de la mouvance présidentielle. Il œuvre à un éveil de conscience autour des valeurs démocratiques. Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement demande des explications aux différentes entreprises sur les retards constatés dans l'exécution des travaux sur les chantiers et la qualité des ouvrages. Le chef du département n'a pas fait dans la dentelle face aux entrepreneurs. C'est de la crédibilité du gouvernement qui est engagée sur ces chantiers. Des précisions avec Drissa Seri. La parole a d'abord été donnée aux directeurs centraux pour faire le point des chantiers en souffrance et justifier les manquements constatés. De l'exposé de l'administration, la situation est alarmante. À quelques exceptions près, la quasi-totalité des chantiers d'exécution, retard dans les délais, problèmes d'approvisionnement, insuffisance des ressources humaines et matérielles. Un ensemble de faits corroborés par les rapports des missions de contrôle. Appelées à se défendre, les entreprises dans leur plaidoirie vont emboucher la même rengaine. Nous allons tout faire pour accélérer les travaux et rattraper les retards. Le ministre, lui, n'est pas allé du dos de la cuillère. Il annonce les couleurs. Les entreprises défaillantes seront sanctionnées conformément aux dispositions contractuelles. Le déclenchement donc, de la sanction part donc de la mission de contrôle qui fait le constat que le chantier n'avance pas, qui interpelle l'entreprise pour accélérer les travaux, pour améliorer sa cadence, pour étoffer son personnel ou étoffer son matériel, pour accroître la cadence et rattraper les délais. Et lorsque ça ne marche pas, on est obligé donc de passer à la mise en demeure. Alors, lorsque vous faites la mise en demeure et puis ça ne bouge pas, je crois que la plus simple des solutions, c'est de rompre le contrat. Pour l'année 2014, le gouvernement a mobilisé 144 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre des projets et programmes prioritaires du département des infrastructures. L'objectif de ces échanges est avant tout de trouver les voies et moyens pour non seulement accélérer les travaux, mais surtout pour une meilleure exécution des chantiers. C'est une première qu'on accepte, qu'on mette en face l'ensemble de ces trois acteurs-là, c'est-à-dire l'administration, l'entreprise et la mission de contrôle. Et si vous avez suivi les discussions, quelquefois c'était chaud. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que quelque part, les uns et les autres ont compris l'intérêt de l'exercice. Au-delà de cette mise au point, le ministère des Infrastructures veut apporter sa contribution à la promotion des PME burkinabais du point de vue amélioration des prestations et qualité des ressources. En cela, le ministre pense que la rencontre de ce mardi a atteint son objectif. Les différentes parties ont convenu de se retrouver désormais au moins une fois par trimestre. Les potentialités agro-silvo-pastorales et artisanales des cascades seront sous les projecteurs du 14 au 16 mars prochain à Sendou. À J-2 de l'événement, les organisateurs font le point des préparatifs aux hommes de médias. Le président du FASO sera à la foire régionale de Sendou et près de 3000 visiteurs y sont attendus. Amadou Lougué. Échanger autour de la foire qui s'ouvre dans 2 jours. C'est le principal motif de ce point de presse animé par le Comité national d'organisation. La foire de Sendou se tient autour du thème « Technologie de transformation des produits locaux, état des lieux et stratégie de vulgarisation dans la région des Cascades ».
Un thème qui va permettre de poser un diagnostic sur l'état des lieux et les stratégies de vulgarisation des technologies de transformation des produits locaux. Et beaucoup d'activités sont au menu de ce grand rendez-vous des cascades. Le comité d'organisation, 250 exposants et environ 3000 visiteurs sont attendus à Sendou. Et mobiliser un tel monde n'est pas sans difficulté. L'hébergement, je crois que j'ai été clair. On a souhaité tous, comme ailleurs, loger à Sendou. Mais il n'y en a pas. Est-ce qu'on doit dormir à la Belle Étoile? Comment on doit faire? Voilà, Banfora, comme il a dit, tout ce qui pouvait être occupé à Banfora est occupé. Vous faites quoi? Et les autres qui viennent, les ministres, les ambassadeurs, vous allez leur dire de venir, il n'y a pas l'endroit où vous pouvez les indiquer pour loger. C'est pour cela que certains logent à Bobo. Conformément à ces objectifs, cette foire agro-silvo-pastorale va doter la commune de Sendou d'une importante infrastructure marchande moderne pour la relance des activités économiques. La commune de Sendou a bénéficié de la part de l'État d'une subvention de près de 350 millions de francs CFA. Une subvention qui a permis la réalisation de 400 stands. Et grâce à cet événement, la commune a pu bénéficier d'une extension électrique et d'un complément d'adduction en eau potable dans la ville. L'invitation des pays voisins comme la Côte d'Ivoire et le Mali, ainsi que la visite des sites touristiques dans la région, notamment les pics de Sendou, sont entre autres les innovations majeures de cette foire de Sendou. À Ouagadougou, on mène le débat sur la problématique de la commercialisation du coton biologique. Le secteur semble avoir pris du plomb dans les ailes et on fait le point des contraintes en vue de dégager des solutions pour un développement durable de ce secteur. C'est l'association des producteurs de coton africains qui a ouvert le débat avec l'appui de l'Agence française de développement Maxime Zongo. Recommandée pour ses nombreux avantages, la culture du coton biologique ne cesse de prendre de l'ampleur dans la sous-région. Seulement voilà, depuis un certain temps, le marché s'est essoufflé pour des raisons diverses. Des réflexions concertées sur la question à une échelle beaucoup plus élargie étaient devenues un passage obligé. Nous avons eu des problèmes de commercialisation de la fibre du coton. Il fallait que les partenaires se rencontrent. Les producteurs, les sociétés cotonnières et les traders au niveau de la Suisse. Donc nous sommes là ensemble pour voir comment faire de sorte que la fibre de coton produite bio-équitable puisse être vendue au niveau international. Venus du Bénin, du Burkina, du Mali, du Sénégal et du Cameroun, ces acteurs de la filière coton biologique vont 2 jours durant échanger sur les enjeux du marché international, mais aussi réfléchir sur les meilleures méthodes d'organisation pour répondre aux exigences de l'environnement économique. L'objectif de ce projet-là, c'était de faire de sorte qu'il n'y ait pas une seule filière cotonnière en Afrique de l'Ouest et du Centre, qu'il y ait la filière de coton conventionnelle, qu'il y ait la filière coton bio et bio-équitable. Vous savez, avec la filière coton bio, on produit du coton sans beaucoup mettre de pesticides. Donc en le faisant, on diminue le coût de la production et on sécurise l'environnement et la santé des producteurs. Comprendre les contraintes et les modalités de fonctionnement des différents acteurs, initier des partenariats et des relations commerciales, voilà les centres d'intérêt de cette rencontre de Ouagadougou. À leur côté, l'Agence française de développement AFD qui s'est engagée à promouvoir la filière. Le département de l'environnement fixe ses priorités pour 2014. La sensibilisation sur les effets néfastes de l'orpaillage artisanal sera la priorité des priorités. Il s'agit d'attirer l'attention sur l'impact de l'orpaillage sur les ressources naturelles des aires protégées et interpeller les acteurs de l'environnement sur leur rôle et leurs responsabilités. La première réunion de l'année du département a donné le ton, c'est Sylvestre Da. Au cours de l'année 2013, des résultats jugés assez satisfaisants ont été engrangés au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et il s'agira pour le ministre Salif Ouedraogo de les examiner de façon participative avec ses collaborateurs au cours de cette première session pour 2014 du Conseil d'administration du secteur ministériel. L'adoption du Code de l'environnement, c'est un document qui a été plus ou moins voté à l'Assemblée qui régit toutes les manières de faire en matière de gestion de l'environnement. Deuxième activité majeure, c'est
la production de ce qu'on appelle un document de politique nationale de développement durable. Qu'est-ce qu'on a fait encore en 2013 comme action marquante? C'est la loi sur les sachets plastiques. Nous avons proposé un avant-projet de loi qui est passé en janvier 2014 et qui sera adopté le 20 mai 2014. Autre activité très importante pour nous, c'est la politique de reboisement et de reforestation. Les objectifs prioritaires pour 2014 seront également au cœur des discussions de ces CACEM. Pour le ministre, la politique de développement durable dans toutes ses dimensions, adoptée par le gouvernement, devra être la boussole de l'ensemble des activités à mener. Et le plus urgent est la réglementation et une meilleure organisation de l'orpaillage, dont l'impact est considérable sur les ressources naturelles. Nos aires protégées, nos forêts classées sont envahies, sont violées par des orpailleurs qui n'hésitent pas, qui viennent creuser des trous, qui utilisent du cyanure, qui empoisonnent nos nappes phréatiques, nos nappes souterraines d'eau. On ne peut pas l'interdire parce que c'est le gagne-pain de certaines personnes. C'est le gagne-pain d'une partie importante de la population, mais nous pouvons l'organiser. Nous pouvons informer à ces orpailleurs-là, voilà l'incidence du cyanure sur le sol, voilà l'incidence du cyanure sur vous-même en tant qu'être humain. Voilà ce que vous pouvez faire autrement. Sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour de la session, les participants devront apporter des contributions constructives et formuler des recommandations, ce qui devrait permettre d'aboutir à des résultats de qualité en vue d'assurer une meilleure appropriation des défis qui se présentent au département de l'environnement et du développement durable. Et c'est dans le même souci de préservation de l'environnement que les foyers améliorés au Faso innovent. Le dernier né des produits de la gamme des foyers Rumdi est destiné aux ménages urbains, allie efficacité et respect du couvert végétal. Découvrons le foyer éclair avec Estelle Judith Assogba. Le foyer éclair est le dernier né de la gamme des produits Rumdi des foyers améliorés au Faso, Fafaso. Ce foyer fonctionne uniquement au charbon et a été conçu pour permettre aux utilisatrices et utilisateurs d'économiser de l'énergie. La différence de ce foyer, c'est qu'il est plus rapide que les autres. Charbon, il faut le reconnaître. Il est pratique aussi et très propre. Et surtout, comme notre modérateur l'a dit, nous avons fait des tests vraiment pour les émissions à effet de serre. Et je pense qu'en tout cas, à ce niveau, il est au top parce que les tests ont été faits au niveau de l'IRSAT. Parce que, bon, comme nous savons, le charbon, quand même, ça dégage certains gaz. Et le foyer a été conçu vraiment pour diminuer tout cela. Il est rapide, c'est vrai, il est économique. Il économise 55% du combustible, le charbon, comparativement aux foyers malgaches. Et donc, un peu plus de 20% plus que les autres types de foyers. L'objectif de cette rencontre est de présenter le nouveau produit au grand public, de faire un aperçu sur l'état actuel de la recherche sur les foyers améliorés et de dégager des perspectives pour la vulgarisation des foyers améliorés. Les acteurs du domaine et les partenaires techniques et financiers ont au cours de cette rencontre eu droit à une présentation du foyer éclair. La carbonisation et l'exploitation du charbon leur ont été également exposées. Le nouveau produit est destiné aux ménages des grands centres Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Il coûte 6 000 francs CFA et est disponible au siège de l'Association des producteurs des foyers améliorés. Et on donne le mode d'emploi des nouveaux produits et aliments enrichis dans l'espace UEMOA, des guides destinés à assurer la qualité de ces aliments tout au long de la chaîne de production et de distribution. La commission de l'UEMOA tient à ce que ces guides de bonnes pratiques soient vulgarisés. Yolande Lompo. Dans l'espace UEMOA, on est préoccupé par la santé des populations. Aussi, l'huile, le sel alimentaire et les farines de céréales ont été identifiés comme des aliments de grande consommation pouvant contribuer à l'éradication des maladies associées à des carences en micronutriments. La bataille s'annonce rude, mais les acteurs réunis dans cette salle ne perdent pas espoir. Et pour remporter la victoire sur ces carences, ils ont décidé de s'approprier le contenu des nouveaux guides de bonnes pratiques de protection d'aliments enrichis dans la zone UEMOA. La malnutrition constitue encore un défi pour nos populations, notamment pour les enfants de moins de 5 ans et pour les femmes en grossesse. L'enrichissement des aliments, c'est l'aniode, l'huile en vitamine A et les farines en fer et en acide folique. Et donc aujourd'hui, la rencontre vise principalement à former toutes les personnes impliquées donc, dans l'enrichissement
et principalement ceux qui sont chargés du contrôle de la normalisation donc, de ces aliments, de telle sorte à ce que nous ayons un système harmonisé au niveau de l'espace IOMO. La rencontre de Ouagadougou est la première d'une série qui devrait se poursuivre dans les autres pays membres de l'espace avec le soutien des partenaires de l'enrichissement des aliments. L'École nationale des régies financières, qui compte aujourd'hui plus de 1000 étudiants de 13 nationalités, s'affiche comme une référence en Afrique en matière de formation dans le domaine des finances. En visitant l'ENAREF, l'ambassadeur de France au Burkina Faso veut tout savoir de l'école, ses installations, son fonctionnement et ses capacités en vue d'une future coopération. Eleonore Ouedraogo était de la visite hier mardi. L'ambassadeur de France, Gilles Thibault, à l'École nationale des régies financières. Objectif, découvrir la prestigieuse école qui offre diverses formations dans le domaine des finances dans la sous-région. Des salles de classe à la bibliothèque, en passant par les salles informatiques, l'ambassadeur a pu apprécier les différentes installations à l'ENAREF. Et j'ai vu que c'est une école qui regardait vers l'avenir, qui ne se contentait pas d'être figée sur des enseignements passés, mais qui réfléchissait à traiter au mieux les besoins de demain. Une première visite d'un ambassadeur de France qui a été mise à profit par le directeur général de l'ENAREF pour solliciter un appui en formation du personnel enseignant et en infrastructure informatique. Il s'agit d'abord de l'appui à la mise en place d'une troisième salle informatique. Vous savez que le domaine des finances publiques est un domaine extrêmement variant. Les pratiques évoluent assez régulièrement. Donc nous avons pensé qu'il était important de soumettre à son Excellence cette préoccupation d'appui, je dirais, justement, à la formation de nos formateurs. Qu'une école se soucie la qualité des formateurs et pour cela, effectivement, il faut qu'il y ait une actualisation de leurs connaissances. On va regarder également de quelle façon on peut les aider, sachant qu'il y a des missions de France qui sont déjà venues, que l'école envoie des personnes la semaine prochaine à Paris. On est déjà ensemble en train de réfléchir à la façon d'aider l'école à mieux former, à former ses formateurs. Déjà la semaine prochaine, une équipe de l'École nationale des régies financières se rendra à Paris dans le cadre de la nouvelle collaboration entre la France et le Burkina Faso pour la promotion de l'École nationale des régies financières. Un partenariat qui va en se renforçant, c'est celui entre la coopération française et la police nationale. Dernier fruit en date de cette coopération, du matériel roulant d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA pour aider à la lutte contre l'insécurité au niveau des frontières. La remise officielle du matériel a été suivie pour nous par Zalissa Sanfo. 5 véhicules et une vingtaine de motos, le tout d'une valeur de 100 millions de francs CFA. C'est un geste de la coopération française. Il vise à aider la police des frontières à mieux contrôler le flux migratoire et à lutter contre la délinquance transfrontalière. Les gouvernements français et burkinabés ont signé en 2009 un accord de gestion concertée des flux migratoires. Dans ce cadre-là, il y avait un volet développement solidaire et également un volet sécurité. Et dans le cadre du volet sécurité, avec la police nationale, on a signé une convention qui prévoyait le renforcement des capacités aux frontières du Burkina Faso. Pour la directrice de la police des frontières, ce don vient à point nommé. Présentement, on a 19 postes frontières et à ce niveau, nous contrôlons les entrées et les sorties du territoire et aussi nous menons des patrouilles de sécurisation des frontières. Donc vous voyez bien que ces motos sera très utile pour nous. C'est un geste qui entre dans le cadre d'un accord de partenariat entre la police du Burkina Faso et la coopération française relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire. Ce partenariat va durer 3 ans et à terme, il est prévu un investissement de plus de 500 millions de francs CFA. Voyons à présent comment les femmes ont célébré le 8 mars dans la région du Centre-Ouest. À s'appuyer à l'appel à la mobilisation pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin, l'appel a fait écho donc et les femmes de la région ont joint leur voix à celle de leurs sœurs à travers le Burkina pour se faire entendre des pouvoirs publics et des partenaires. Voici résumé pour nous la commémoration régionale du 8 mars dans la capitale du Ziro avec Isaïe Parkouda. C'est ici à Sapu dans le Ziro que les fils et filles de la région du Centre-Ouest se sont donné rendez-vous pour célébrer la journée internationale de la femme. Du haut de la tribune,
la promotion de l'auto-emploi et l'octroi des microcrédits afin de permettre aux femmes d'entreprendre et de rompre ainsi avec la dépendance économique qui revient sans cesse dans les discours. Et selon le gouverneur de la région, l'heure est venue pour les femmes de prendre en main leur propre destin, car ce n'est que main dans la main qu'elles pourront ensemble relever le défi de leur propre épanouissement. Nous devons travailler à prendre notre place, nous devons nous investir parce que personne ne fera cela à notre place. Donc il y a lieu de travailler davantage parce que la condition de la femme déjà, le statut le fait d'être femme, c'est déjà pas évident. Vous connaissez bien tout ce qu'il y a comme difficultés, comme préjugés, comme clichés. Et il nous appartient de nous investir davantage, d'y croire, d'oser et de réussir. La principale difficulté, c'est la mobilisation des fonds. Mais on rend grâce à Dieu parce qu'avec l'apport des uns et des autres, que ce soit les ressortissants, que ce soit certains opérateurs économiques, des amis, qui nous ont vraiment appuyés afin que nous puissions vraiment relever le défi de cette organisation au plan régional. La marraine de la cérémonie, tout en saluant le choix du thème, s'est réjouie de la grande mobilisation des femmes de la région. Et plus qu'une fête, la présente journée se veut un véritable plaidoyer en faveur de l'autonomisation des femmes. C'était une très belle cérémonie, parfaitement organisée. Là où vraiment il est question de femmes, parce qu'il est question de progrès et de développement, pas seulement une question de sexe, mais aussi une question de vision du développement qui ne peut pas laisser en marge une bonne partie de la population. Je serai présente. Au cours de la cérémonie, des personnes ont été distinguées pour leurs actions en faveur des femmes. Aussi, des défilés ont caractérisé ce 8 mars à Sapu. Et l'Est du Burkina Faso, au rythme du festival d'Ilémou du Goulmou, le 11e FEDIC à Tchantchaka place la culture et le civisme au centre de tous les intérêts et non sans interpeller les acteurs sur leur rôle et responsabilités. L'ambition du festival n'est autre que la valorisation de la culture Goulmou. Issaka Souleymane Diallo. La 11e édition du festival d'Ilémou au Goulmou FESDIC a débuté ce 7 mars 2014 sous le thème Culture et civisme, rôle et responsabilité des acteurs. Nous voyons bien qu'au Burkina, ces derniers temps, quand il y a malcompréhension, chacun, il y a quelque chose qui ne va pas. On sent que quand même dans le pays, on a besoin d'échanger. Voilà, donc c'est un thème juste pour permettre aux acteurs d'échanger. Ça veut dire que la jeunesse, les hommes politiques, les hommes culturels, tout le monde, nos parents, nos familles. Donc c'est pour ça que nous avons choisi culture et civisme, rôle et responsabilité des acteurs. Attirer l'attention des citoyens sur leurs responsabilités vis-à-vis de cette paix sociale, de ce socle national, c'est extrêmement important. Parce que c'est très facile de détruire, mais très difficile de construire. Pendant 4 jours, la culture du Goulmou sera à l'honneur à travers les compétitions de danse et lutte traditionnelle en passant par le tir à l'arc et la course à dos d'âne. La particularité qu'on donne les stands gratuitement à ces artisans-là de pouvoir vendre leurs œuvres, travailler sur place, montrer ce qu'ils savent faire. L'autre particularité est que nous avons reçu les gens d'Esperanza qui sont là cette année avec nous. Il y a la création de Radio Esperanza qui est en cours. Donc cette année, il y a déjà des émissions. Voilà, donc je trouve que vraiment c'est déjà une grosse particularité. Cette édition qui a été placée sous le patronage du ministre de la Culture et du Tourisme a eu pour marraine le ministre des Droits humains et de la Promotion civique et co-parrainée par le président du Conseil régional de l'Est. Elle a connu la participation des membres du festival Esperanza du Collège Saint-Michel de la Belgique, des étudiants du département Lettres, Arts et Communication de l'Université de Ouagadougou et de nombreux festivaliers venus de toutes les provinces de la région de l'Est. La rue marchande, des produits agro-silvopastoraux et artisanaux, des conférences publiques et un espace enfant sont les autres attractions du FESDIC 2014. La 12e édition est prévue pour se tenir du 19 au 22 février 2015, toujours avec le même engagement. Et pour terminer, nous faisons un tour en Ouganda où les défenseurs des droits de l'homme se mobilisent contre la loi anti-homosexuelle. Ils estiment que cette loi foule aux pieds les principes de la Constitution relatifs à la dignité humaine et à la vie privée. On s'arrête là pour l'actualité dans cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis, mais vous restez avec nous pour le compte-rendu du Conseil des ministres. C'est dans quelques instants.